Il soutient notre vie moderne. Il est dans la nourriture que nous mangeons, les maisons où nous logeons, les voitures que nous conduisons. Le pétrole est l'une des plus importantes ressources de la planète. Mais qu'arriverait-il si tout le pétrole de la Terre venait à manquer? La loi martiale a été déclarée pour gérer l'état d'urgence. Des cargaisons de vivres sont livrées à New York. Des centaines de milliers de gens quittent les villes, car selon eux, elles deviennent trop dangereuses. Qu'adviendrait-il de nos villes, de notre alimentation, de notre style de vie? Faisons l'exercice. Aujourd'hui, la planète est à court de pétrole et nous devons lutter pour survivre. Le pétrole. Les humains l'extraient du sol depuis 150 ans. Ce combustible économique et polyvalent a jeté les bases du monde moderne. En Californie, le champ pétrolifère de Kern River est un bassin souterrain d'un noir d'encre qui contient plus d'un demi-milliard de barils de pétrole. Mais dans une minute, tout ce pétrole va disparaître. C'est une catastrophe d'envergure planétaire qui balayera l'Arabie Saoudite et la mer du Nord, sans épargner les immenses gisements de sable bitumineux de l'Alberta. Le pétrole qui fait rouler nos voitures, voler nos avions et produire nos usines. Tout le pétrole encore emprisonné sous la croûte terrestre ou dans le fond océanique est sur le point de disparaître. Un signal alarmant jaillit des entrailles de la Terre. Nous avons déjà extrait plus d'1 billion de barils de pétrole de la Terre et une quantité à peu près égale devrait être encore disponible. Hier encore, cette raffinerie a traité 300 000 barils de pétrole. Mais soudain, elle tourne à sec. On estimait qu'il y avait encore 1 billion de barils de pétrole accessibles et non exploités, mais les scientifiques nous assurent qu'il n'y a plus rien. La situation n'est pas meilleure au Canada. Les champs d'Hibernia sont à sec, les sables bitumineux sont vides, et les raffineries canadiennes seront bientôt à court. Selon les représentants de l'industrie, il n'y a pas que l'essence en cause. La pénurie affecte le diesel, les lubrifiants, le bitume et le goudron. Tous les produits à base de pétrole seront gravement touchés si nous ne trouvons pas de nouvelles sources d'approvisionnement. Les navires pétroliers sont indispensables au transport du pétrole. En ce moment, des milliers de pétroliers parcourent les océans chargés de millions de barils de pétrole. Les pays exportateurs, dont la Russie et l'Arabie Saoudite, rappellent leurs navires. On signale des files d'attente aux stations-service où les gens tentent d'obtenir de l'essence. Attendez-vous à patienter 2 ou 3 heures. C'est peut-être la dernière occasion que les automobilistes auront de faire le plein. Durant l'embargo pétrolier de 1973, la réduction des importations de pétrole s'est traduite par une pénurie progressive de carburant dans les stations-service nord-américaines. En ce moment, plus de 100 000 stations-service fournissent leurs derniers litres d'essence partout en Amérique du Nord.
Le même scénario se répète ailleurs dans le monde. Le prix du carburant a grimpé en flèche. De nombreuses contrées ont des stocks de pétrole. Les États-Unis ont 725 millions de barils de pétrole brut en réserve. Mais le Canada est frappé de plein fouet. Le pays n'a aucune réserve de pétrole. Les avions, les trains, les bateaux, tous utilisent un carburant extrait du pétrole. Seuls les transports essentiels sont maintenus. Les rails sont vides et les vols sont annulés. Hier encore, 50 000 vols transportaient quotidiennement des millions de gens. Et plus de 115 milliards de tonnes de marchandises. Aujourd'hui, voyageurs et marchandises sont coincés en transit. Les répercussions économiques ne tardent jamais. L'incertitude causée par l'attaque terroriste du 11 septembre 2001 avait forcé le gouvernement américain à suspendre les opérations boursières. Plus de 2 billions de dollars de stocks de pétrole sont maintenant sans valeur. Personne ne peut prédire les prochains développements. Et des milliers d'usines ferment leurs portes. Des millions de gens sont maintenant chômeurs. Le pétrole est un des carburants les plus puissants et les plus polyvalents de la planète. Des organismes morts, comprimés et chauffés durant des centaines de millions d'années ont produit un nectar planétaire qu'on peut transformer à volonté en pâte dentifrice, en rouge à lèvres, en polyester ou en plastique. Mais la source est tarie. Une interminable réaction en chaîne se déclenche. What's your name? Need a bed in your stat? Let's get him on. La pénurie de pétrole va bientôt paralyser tous les rouages de la vie moderne. Nos hôpitaux, notre alimentation, notre production d'énergie. Et la crise n'en est qu'à ses débuts. La loi des mesures de guerre a été imposée. Des couvre-feux sont maintenant en vigueur à Toronto et à Montréal. De Strasbourg, les chefs de l'Union européenne ont accordé 100 millions de barils de pétrole à l'Angleterre. De Tokyo à Toronto, les marchés boursiers demeurent fermés. Le chômage a franchi la barre des 30%. À peine 5 jours se sont écoulés depuis la disparition du pétrole. À travers le monde, on ne peut répondre aux plus simples demandes. En Amérique du Nord, les terminaux de distribution d'aliments sont fermés depuis le début de la pénurie. En Californie, 1000 camions quittaient chaque jour l'État, transportant des fruits et des légumes frais pour leurs clients du Canada et des États-Unis. Ces camions livraient leurs produits à des terminaux de distribution centralisés où d'autres camions se chargeaient de les acheminer vers les épiceries. Mais la pénurie d'essence a interrompu la livraison des denrées. Les grandes métropoles sont les plus touchées. Avant, il fallait environ un terrain de football de terre agricole pour nourrir une seule personne pendant 1 an. Avant la crise, une visite à l'épicerie locale faisait partie de la routine pour les Nord-Américains. À présent, des gardes armés protègent les magasins qui contiennent de la nourriture. Avant, 30% des fruits et légumes ne méritaient même pas une place sur les étagères des épiceries à cause d'imperfections mineures.
Mais aujourd'hui, tout se vend. Presque un quart des denrées proviennent d'autres pays. Enfin, c'était le cas il y a 5 jours. À présent, la nourriture disparaît elle aussi. Les fermiers ont trop de bouches à nourrir. À chaque jour, une vache adulte consomme 45 kilos d'aliments. Un porc en consomme presque 4 kilos. Mais les expéditions d'aliments ont pris fin. Ces animaux risquent de mourir de faim. Notre fragile système d'énergie ne s'en tire pas mieux. Le charbon est le roi des producteurs d'électricité. 40% de l'électricité mondiale provient de centrales thermiques au charbon. Cette centrale britannique brûle du charbon qui provient des États-Unis et qui lui est expédié par train. Chaque wagon peut transporter assez de charbon pour alimenter une petite ville en électricité pendant 24 heures. Mais sans pétrole, les trains ne circulent pas. Les pannes d'électricité se multiplient en Amérique du Nord. Mais l'État de Floride est l'un des plus durement frappés. Contrairement à la plupart de ses voisins, la Floride produit une bonne partie de son électricité directement du pétrole lampant ou kérosène. Les hôpitaux des grandes villes sont équipés de génératrices de secours. Mais elles fonctionnent au diesel. Cet hôpital de Miami a entamé son dernier conteneur de diesel. Il devrait durer encore 8 heures. Au Canada, l'ennemi noir couvre un monde en pleine transformation. Sans réserve de pétrole, le pays est en proie au chaos. Des pilleurs s'emparent de tout ce que leurs concitoyens ont laissé derrière eux. Les gens sont désespérés. Mais ils ne cherchent pas tous des aliments. Grease. Diesel. Yeah. Les moteurs diesel fonctionnent à l'huile de cuisson pure, qu'elle soit fraîche ou recyclée. Et leur efficacité est de 30% supérieure à celle des moteurs à essence. La plupart des voitures parcourront 100 km avec moins de 7 litres de diesel. Avec un réservoir rempli d'huile de cuisson, ce camion et les autres véhicules à moteur diesel pourront rester sur la route jusqu'à la prochaine pénurie. C'est une solution de rechange qui ne durera pas éternellement. L'Union européenne a pris le contrôle des aéroports et des lignes ferroviaires. L'essence est rationnée pour assurer la livraison d'urgence d'aliments qui commencera bientôt dans les régions les plus touchées. Ottawa a sollicité l'aide de Washington, mais les États-Unis estiment qu'ils ont à peine 500 millions de barils en réserve. Le pétrole de la Terre a disparu depuis 30 jours. À travers le monde, les gouvernements se mobilisent. Les services essentiels sont assurés. Au Canada, les derniers stocks de pétrole des raffineries sont transformés en diesel. Les livraisons de charbon aux centrales électriques ont repris. Des services électriques limités sont à nouveau fournis dans plusieurs pays du globe. Mais en Amérique du Nord, l'électricité est distribuée grâce à un système de réseau électrique isolé et le courant ne peut pas être transmis de réseau en réseau. En Floride, où une bonne partie de l'alimentation électrique dépend directement du pétrole, les pannes sont encore très fréquentes.
Les réserves de carburant ont ravitaillé de nombreux trains de passagers. Ils transportent maintenant des aliments destinés aux habitants affamés des centres-villes. Mais les transports de nourriture vident les réserves de carburant de la planète. Au Canada, les raffineries seront bientôt à court de pétrole. Les automobiles, anciens symboles par excellence de la vie nord-américaine, ne reprendront peut-être jamais la route. Tout récemment, 17 millions de voitures parcouraient encore le Canada. Environ 50 voitures par groupe de 100 habitants. Imaginez-vous en train de pousser votre auto sur 9 km, la distance qu'on peut parcourir avec 1 litre d'essence. Mais le pays a besoin de ces voitures. Il a pratiquement été construit en fonction de l'automobile. La plupart des Nord-Américains vivent dans des banlieues. Et presque tout ce qu'ils consomment doit d'abord leur être livré. Les pays dépendants de l'automobile lui cherchent désespérément une alternative. Au Canada et aux États-Unis, 400 000 fermiers cultivent une nouvelle plante. Autrefois réservés aux fruits et aux légumes, ces champs sont maintenant couverts de soja. Au moyen de produits chimiques, on peut extraire l'huile de la plante et la transformer en carburant diesel. L'Est du Canada dispose d'une seconde option. Le maïs peut être transformé en éthanol, un biocarburant capable de faire tourner un moteur à essence. 3 millions de tonnes de maïs sont maintenant réservées à la production de carburant. C'est un record historique. Et l'éthanol a déjà fait ses preuves. Au Brésil, il y a encore des voitures sur les routes, malgré la pénurie de pétrole. Les réservoirs des autos et des camions sont remplis d'éthanol extrait de la canne à sucre. L'Amérique du Nord a des décennies de retard. Mais on espère que la disparition du pétrole n'entraînera pas celle de toute une civilisation. Avant de connaître son avenir, le monde devra traverser un hiver sombre et rempli de dangers. C'est que les 3 grands fabricants automobiles ont été nationalisés par Washington. Ils produiront des camions électriques destinés à la livraison d'aliments. Les expéditions des denrées des fermes locales vers Toronto, Montréal et Vancouver seront dorénavant envoyées tous les 2 jours seulement. Le pétrole a disparu depuis 5 mois. Dans les villes de l'Amérique du Nord, les terminaux de distribution d'aliments sont fermés. De longues files d'attente se forment à toutes les gares. Le lait en poudre et les sacs de riz ont remplacé les fruits et les légumes frais. Mais les villes affamées manquent de nourriture. Les véhicules de livraison d'aliments et de charbon, les camions d'incendie et autres services essentiels ont encore droit au carburant des stocks d'urgence. Mais presque toutes les autres activités courantes sont paralysées. Et tandis que la nourriture entre dans les villes, leurs rues et leurs parcs débordent d'ordures. À chaque année, 27 000 camions de collecte remplis de déchets quittaient la ville de Toronto. Mais ça, c'était avant la pénurie. Dans ce nouveau monde, la collecte des ordures est devenue un luxe. Face au maigre ravitaillement en carburant, les gens n'attendent pas l'intervention du gouvernement.
Dans leur garage et leur sous-sol, ils trouvent de quoi faire rouler leur voiture. Ready for next one? En combinant du méthanol, de la potasse et d'autres produits chimiques récupérés, ils deviennent des chimistes et distillent un biocarburant de fortune. S'il est efficace, ceux qui disposent du bon matériel pourront voyager et quitter les villes si le besoin s'en fait sentir. Mais ces solutions maison conviennent seulement aux voitures alimentées au carburant diesel. Elles ne tiendront pas la route très longtemps. Mais les nouveaux carburants les plus pratiques sont loin d'être au point. Après en avoir planté massivement, l'Amérique du Nord récolte 2 fois plus de soja que l'année précédente. Elle produit près de 2 milliards de litres de biodiesel, mais c'est moins de 1% du diesel que le continent utilisait annuellement avant la disparition du pétrole. Il n'y aura aucune nouvelle expédition de soja avant la prochaine récolte. Le maïs utilisé pour produire de l'éthanol est lui aussi un produit saisonnier. Au cours des 5 derniers mois, on a produit plus de carburant à base d'éthanol que dans toute l'histoire de l'humanité. Les gouvernements mondiaux font maintenant face à un choix cruel. Les prochaines récoltes devraient-elles être réservées au transport ou à l'alimentation ? Mais la faim n'est pas le seul problème. Les hôpitaux sont à court de fournitures essentielles à base de pétrole. Nous utilisons plus de 15 millions de gants de caoutchouc par année. Les jaquettes médicales, les médicaments et les lubrifiants contiennent aussi du pétrole. Sans eux, les micro-organismes chimio-résistants se propagent plus rapidement. Malgré la détérioration du système de santé, bien des gens survivent encore dans les grandes villes. Mais un nouveau danger les guette. À chaque année, des transformateurs électriques explosent et causent des incendies majeurs à New York. Sans pétrole, ces inconvénients mineurs deviennent de véritables catastrophes. Les voitures abandonnées dans les rues entravent le progrès des véhicules d'urgence. Et comme si ce n'était pas suffisant, l'hiver est à nos portes. Dans tout l'hémisphère nord, les gens doivent prendre une décision. Rester dans les villes affamées, dangereuses, ou bien partir. L'exode continue. Dans toute l'Amérique du Nord, les gens fuient les villes. La panique engendre... Dans les transports d'urgence du gouvernement, à pied, en traîneau ou de n'importe quelle façon, ils s'en vont. Des centaines de milliers de gens ont quitté Winnipeg, Calgary et Montréal. Ils voyagent tous vers le sud. En Europe, ils se dirigent vers l'Espagne, la Grèce ou le sud de la France. Toutes ces régions sont envahies d'immigrants prêts à tout pour échapper au froid intense. Dans les villes, des millions d'automobiles sont laissés en plan. Même les véhicules dont le moteur tourne à l'huile de cuisson ont été abandonnés. Par temps froid, l'huile s'épaissit et elle perd sa fluidité. Les conduits d'essence et des moteurs s'encrassent. Sans habitants, sans carburant et sans aliments,
villes du Nord ne sont plus que des îles de béton et de verre, isolées par la neige. À bout de ressources, certains se réfugient à la campagne. Ils y emportent tout ce qu'ils ont pu traîner. Surtout des denrées non périssables pour traverser la saison froide. Car ils n'auront rien d'autre à manger. Un pénible hiver s'annonce dans les campagnes comme dans les villes. Une famine pire que celle des années 80, qui avait coûté la vie à 1 million de personnes. Les experts anticipent 20 millions de pertes humaines. À Ottawa, le gouvernement a annoncé qu'il ne peut pas compter sur les réserves de pétrole américaines. Le Canada devra se débrouiller sans aide. Le pétrole a disparu depuis 1 an. Les pays du globe sont de plus en plus isolés. Les ports de la côte ouest américaine transitaient plus de 55 000 conteneurs par jour. Près de 2 millions de tonnes de matériel. Maintenant, ils sont silencieux. Le commerce international n'existe pratiquement plus. Les véhicules d'urgence roulent de plus en plus à l'éthanol, un carburant à base de plantes. Leurs moteurs n'ont exigé aucune reconfiguration pour s'adapter au nouveau carburant. De simples systèmes de conversion ont suffi. Let's go! Mais même si l'éthanol dépanne les véhicules d'urgence, il ne peut résoudre tous les problèmes mondiaux. Forcés de choisir entre la nourriture et le carburant, la plupart des gouvernements ont abandonné la production d'éthanol. Par contre, le Canada et les États-Unis réservent 40% de la culture du maïs à la production de carburant. Ce qui est loin de suffire à la demande, en plus de retirer un produit comestible des garde-manger de pays affamés. L'éthanol ne remettra pas les automobiles du continent nord-américain sur la route. Mais la rareté des voitures est une bénédiction pour d'autres espèces. À chaque année, des centaines de millions d'animaux mouraient sur les autoroutes de l'ancien monde. Des orignaux, des chevreuils, des grenouilles. Pour bien des espèces, cette année marquera le début d'une explosion démographique. Mais les animaux de ferme ont moins de chance. Lorsque le pétrole s'est tari, les distributions de moulets aux fermes industrielles ont cessé. Aujourd'hui, ces fermes sont abandonnées. Des centaines de millions de vaches, de porcs et de poulets ont péri. Dans les campagnes, l'avenir ressemble de plus en plus au passé. Dans de nombreux pays, la disparition des fermes a révolutionné le régime alimentaire de la population. Nous mangeons ce que nous cultivons. À travers le monde, la production de nourriture devient progressivement locale. Dans les villes, les jardins communautaires se développent. Dans les banlieues, les familles plantent le maximum de denrées. Les gens réutilisent ce qu'ils auraient jeté l'an dernier. À chaque année, on utilisait le pétrole pour fabriquer 1 billion de sacs plastiques. D'innombrables produits en plastique, des bols, des cuillères, des contenants, provenaient du pétrole. Aujourd'hui, c'est la fin de l'ère du plastique. L'état d'urgence a été décrété en Floride. Et les transformations ne s'arrêtent pas aux banlieues. Un ouragan
ouragan de catégorie 5 a dévasté Miami. On prévoit déjà des milliers de morts. Lorsque Katrina a ravagé la Nouvelle-Orléans en 2005, les opérations de nettoyage ont duré des années. Mais Miami ne peut pas compter sur le pétrole pour reconstruire. Et les grandes villes doivent affronter un nouveau défi. L'épidémie de grippe se propage rapidement aux États-Unis. Los Angeles, Miami et Houston tentent désespérément de fournir les soins appropriés. Des zones de quarantaine sont établies. Les centres de lutte contre la maladie craignent que plus de 200 000 personnes ne meurent. Les hôpitaux sont plus difficiles à atteindre, mais leur importance est vitale. Les gens qui ont gardé du carburant en réserve pour s'y rendre ont de mauvaises surprises. Il est inutile de conserver le précieux liquide. Les produits chimiques qui en garantissent la fraîcheur dégradent le carburant. Au bout d'un an, il ne vaut plus rien. Notre grand réseau mondial s'écroule. Le prix du lithium, indispensable à la production de milliers de piles électriques, a subi une autre augmentation de 300%. L'abdication de la famille royale saoudienne a stupéfait. L'afflux d'immigrants en Espagne et au Portugal. New York a déclaré l'état d'urgence pour gérer la pénurie chronique d'aliments. C'est une migration qui surpasse tout ce qu'on a vu. Il y a 10 ans que les réserves de pétrole de la planète ont disparu. Et même dans l'espace, les choses ont changé. Le pétrole qui nous permettait d'envoyer des fusées en orbite doit maintenant servir à des besoins essentiels. Plus de 200 satellites formaient notre système de communication international. Aujourd'hui, ils s'éteignent sans qu'on les remplace. Mais dans un monde sans pétrole, ces éléments électroniques périmés sont de précieuses ressources. Hey Dad, look what I found. Hey, look, cell phone. Nos anciens déchets ont maintenant une énorme valeur. Une tonne de cellulaire usagé contient plus de 275 grammes d'or, presque 135 kilos de cuivre et plus de 2,5 kilos d'argent. Ces matières premières sont vitales dans un monde privé de commerce extérieur. Hey Dad, I think there's some gold in that. Oh, yeah. Les gens recyclent plus que jamais, à petite comme à grande échelle. Il est possible de recycler 90% de l'acier d'un bateau. Il fournit une matière première bon marché destinée à la construction. Les cargos porte-conteneurs peuvent aussi être dépouillés. Mais on ne détruit pas tous les bateaux. Des centaines d'entre eux naviguent au biodiesel. Celui-ci transporte la première livraison de lithium en Amérique du Nord. Le lithium provient de la Bolivie. On en extrait des tonnes des plaines de sel du pays. Le lithium est l'ingrédient principal des piles électriques les plus efficaces. Et le monde cherche fébrilement une alternative à l'électricité. L'industrie bolivienne est en pleine expansion. Sur une planète sans pétrole, la Bolivie est devenue une superpuissance, l'Arabie saoudite du Nouveau Monde. En ce moment, il n'y a pas assez de biocarburants pour rétablir le commerce international. Mais une nouvelle option fait l'objet de recherches poussées.
Les algues peuvent être transformées en pétrole. Elles produisent 7000 fois plus d'énergie par kilomètre carré que les autres biocarburants. De plus, cette énergie est complètement renouvelable avec très peu d'engrais. 10 ans après le pétrole, 38 milliards de litres de biocarburants à base d'algues sont utilisés. Mais il n'y a pas assez de biocarburants pour nous remettre en vol. Les vols commerciaux, de marchandises ou de passagers, coûtent encore beaucoup trop cher. D'autres moyens de transport apportent des fournitures essentielles aux hôpitaux du monde entier. 2 millions de poids lourds sillonnent à nouveau les routes. Ils approvisionnent les hôpitaux. Ils y transportent des gants, des seringues et des tubes faits à partir de gaz naturel. Les hôpitaux sont plus propres et plus sécuritaires. C'est un progrès important pour les villes. Dans les zones rurales, des centaines de milliers de gens deviennent de plus en plus autosuffisants. Chez eux, l'ancienne technologie prend le pas sur la nouvelle. Dans les villes, des activités autrefois mondiales redeviennent de plus en plus locales. Sans l'apport du pétrole, le troc reprend le dessus. Les maisons urbaines ont changé, elles aussi. Ce ne sont plus de simples habitations, mais des génératrices d'énergie et d'aliments. Nous sommes tous devenus plus indépendants. Cheers. À l'intérieur comme à l'extérieur, la maison moderne a subi une vraie révolution. Mais les pertes humaines ont été importantes. Les communautés sont brisées. Et bien des familles ont perdu des êtres chers. Les experts signalent que les niveaux de gaz naturel sont en baisse et on perçoit aussi des signes de l'épuisement prochain des réserves de charbon de la planète. Après une décennie sans pétrole, le monde cherche encore un nouvel équilibre, pendant que la pénurie continue de transformer notre planète. Les hostilités continuent alors que la Chine étend sa prospection de lithium au-delà de la frontière du Tibet. On estime que plus de 400 000 tonnes. Le recensement annuel démontre que Los Angeles reste la plus grande ville du pays. Avec plus de 20 millions d'habitants, elle demeure. C'est le premier vol d'un avion entièrement alimenté au biodiesel. L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait offrir 6 vols transatlantiques par année. Il y a 40 ans que nos réserves de pétrole ont disparu. Et le ciel qui surplombe le Nouveau Monde est visiblement plus clair. En 40 ans, aucun avion n'y a volé. Les moteurs à essence sont chose du passé. Et les manufactures qui brûlaient du pétrole sont vides depuis longtemps. Le Canada, les États-Unis et le Mexique déchargent 3,5 milliards de tonnes métriques de polluants toxiques de moins chaque année. En Amérique du Nord, les gens ont repeuplé certaines des grandes villes du Nord en transformant les routes et les immeubles en ruines. Des immeubles d'habitation abandonnés sont devenus des serres. Et ces symboles de l'industrie moderne se rapprochent maintenant plus des sociétés agraires. Des parcs de stationnement et des parcs publics ont été réquisitionnés et cultivés.
À New York, Central Park est devenue une immense ferme de plus de 3 km². Elle subvient en partie aux besoins de ceux qui sont revenus y vivre. À présent, New York cultive ses propres aliments. L'époque des livraisons massives aux banlieues est révolue. Les magasins sont désertés et déjà oubliés. L'essence n'existe plus. Les stocks de pétrole sont épuisés. Il y a bien quelques voitures sur la route, mais elles ne ressemblent guère à leurs ancêtres. Autrefois, une automobile pesait environ 1800 kg. Les nouveaux véhicules sont plus légers et ils fonctionnent à l'électricité. Leur carrosserie et leurs moteurs ne sont pas en métal. Ils sont faits de matériaux plus légers, comme la fibre de carbone. Mais les nouveaux véhicules coûtent cher. Et le lithium qui actionne leurs piles est encore rare. Afin d'alimenter d'importantes flottes de porte-conteneurs et de camions, le monde a adopté un biocarburant fait à base d'algues. En Amérique du Nord, on a fabriqué des millions de bioréacteurs. 220 km² d'algues produisent la moitié du carburant des États-Unis. Dès qu'il a été traité, il est pompé dans les pipelines qui servaient autrefois à distribuer le pétrole dans tout le pays. De plus en plus, les transports publics utilisent l'électricité. Les trains électriques réunissent les gens aux 4 coins de la planète. De nouvelles villes naissent près des lignes ferroviaires. D'autres villes sont abandonnées. Le pétrole avait provoqué une vague de prospérité dans le monde. En 150 ans, la population du globe avait doublé et même triplé. La production de nourriture avait explosé. Le commerce mondial s'était développé. Sans pétrole, le monde a été profondément transformé. Aujourd'hui, nos villes, notre ciel, nos routes sont méconnaissables. Le pétrole, par son absence, a tout changé.